Bonjour Elon Musk. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cette interview car je sais que vous en accordez extrêmement peu, donc nous sommes vraiment très privilégiés et très reconnaissants. Vous venez de descendre de la scène de Vivatech où il y avait à peu près 4000 fans qui vous ont acclamé alors que vous étiez interviewé par Maurice Lévy. Vous êtes le patron emblématique de Tesla, de Twitter, de SpaceX, un patron qui suscite souvent la polémique, un homme qui fascine autant qu'il inquiète. Alors d'abord, puisque vous étiez à Vivatech, est-ce que vous avez fait un peu votre marché? Est-ce qu'il y a des pépites françaises qui vous intéressent? Je viens seulement d'arriver. Je suis venu juste pour cette conférence. Je n'ai pas vu de pépites justement à vendre à Vivatech. Par contre, j'ai été très impressionné par le public, l'énergie, l'enthousiasme de la foule. C'était tout à fait remarquable. Et c'était une source d'inspiration de voir cette énergie dans la salle. Quels sont les ingrédients qui font que vous voulez vous lancer dans une industrie? Qu'est-ce qui est le déclencheur pour aller vers Tesla, vers SpaceX? Il faut savoir que mon aspiration, mon rêve, c'est de faire avancer la civilisation humaine. La faire avancer et la protéger en même temps. Parce qu'avec Tesla, on s'intéresse à l'énergie durable. Pour SpaceX, il s'agit d'aller au-delà de l'espace pour prolonger la vie humaine et la civilisation. C'est également une vision de l'avenir. Ça, c'est SpaceX. Alors que pour Twitter, il s'agit d'avoir une plateforme qui permet d'avoir une interaction entre de nombreux points de vue différents et je l'espère favoriser une meilleure compréhension venant de personnes, de partis politiques et pays différents. Twitter, ça doit être une force du progrès. Et nous allons dans ce sens-là, celui de la civilisation. Vous voulez jouer un rôle déterminant dans la société, dans la civilisation, puisque vous citez ce terme. Oui. Vous savez, il faut se dire que la civilisation est bien plus fragile qu'on pourrait le penser. Par exemple, on se dit que la civilisation a commencé avec l'écriture, il y a 5000 ans environ. La Terre date d'il y a 4 milliards d'années, ce qui veut dire que la civilisation n'existe depuis qu'un millionième de l'existence de la Terre. C'est une petite étincelle simplement. Et souvent on me dit, est-ce que je vois au-delà du monde présent? Est-ce qu'il y a de la vie ailleurs que sur Terre? Peut-être pas, je n'en ai jamais vu jusqu'à ce jour. Mais peut-être que la Terre n'est qu'une petite bougie allumée dans le noir, et il faut faire tout notre possible pour qu'elle ne s'éteigne pas. Et vous voulez la protéger, donc. Ça fait 2 fois que vous venez en France en un mois, 2 fois que vous rencontrez le président Emmanuel Macron, et qu'il essaie de vous convaincre de venir installer une usine de batteries pour Tesla. Alors, où on en est? Est-ce qu'il vous a convaincu? Est-ce que vous allez installer votre gigafactory, comme on dit, de batteries électriques? Il est probable, et très probable, que Tesla fera quelque chose de très important en France dans les années à venir. Oui, ça ne va pas suffire. Hein. Alors, il faut être prudent dans ce que l'on annonce autour de Tesla, mais ce que je peux vous dire, à mon sens, c'est que le président Macron se soucie de l'avenir de la France. Et c'est un homme intelligent. Il sait ce qui est important. En tout cas, il fait tout ce qu'il peut pour ce pays. Et je suis un fan du président moi-même. Je le vois. Alors, je sais que tout le monde ne l'aime pas autant, mais moi je l'aime bien. Alors, quels sont les arguments justement qu'il vous donne, Emmanuel Macron, pour vous convaincre? Quels sont les arguments de la France pour attirer cette gigafactory? La France est la deuxième économie européenne, quand même. Il y a beaucoup de talent en France. Également, beaucoup de gens veulent venir en France, des gens du monde entier. Hier soir encore, on se baladait avec un ami le long de la Seine. On a traversé le pont Alexandre III. On voyait la tour Eiffel. C'est une
très très belle ville. Et c'est ça l'argument d'Emmanuel Macron pour vous dire venez implanter votre usine dans le nord de la France. Il n'y a pas des choses... Et je pense que c'est un facteur d'attractivité. Ah oui. Oui, il faut bien se dire que si on veut des gens de talent, si on veut que d'autres viennent en France se joindre à l'équipe, si on leur dit l'usine est merveilleuse, le pays est très beau. Il y a un autre argument en faveur de la France, c'est que depuis quelque temps, vos voitures bénéficient quasiment toutes du bonus écologique de 5 000 € à chaque fois qu'on achète ces voitures, parce que vous avez baissé vos prix, tout simplement. Et depuis, d'ailleurs, vos ventes se sont envolées. Alors, c'est 5 000 € de subvention à l'achat de vos voitures, et ça pourrait disparaître. Il y a la volonté d'imposer que, si on veut bénéficier du bonus écologique, on produise en Europe. Est-ce que c'est une manière de vous tordre le bras un peu, si vous voulez vendre des voitures en France ? De toute façon, je pense que c'est une bonne chose de localiser la production, car sinon il faut les importer. Ça consomme énormément d'énergie de transporter des voitures à travers le monde. Je pense que c'est meilleur pour l'environnement de produire sur place, bien sûr, indépendamment des incitations du type que vous avez évoqué. Évidemment, les véhicules électriques doivent pouvoir fonctionner, être viables sur le long terme sans subvention. Les subventions ne dureront pas éternellement, mais elles permettent de démarrer et d'arriver aux économies d'échelle que les véhicules à essence connaissent aujourd'hui. Vous êtes pleinement engagé dans la transition écologique à travers Tesla. Est-ce que c'est vraiment une conviction ou c'est quand même aussi beaucoup de l'opportunisme ? Évidemment, il y a une marge d'opportunisme. Mais quand nous avons démarré Tesla, la raison pour laquelle nous avons démarré cette entreprise, c'est parce qu'il n'y avait pas de véhicule électrique à l'époque. General Motors avait abandonné son véhicule EV1, son modèle électrique donc. Les constructeurs avaient décidé d'arrêter leur programme. Il n'y avait pas de start-up qui en faisait non plus. Alors je me suis dit, si nous on ne le fait pas, personne ne le fera. Mais au début de Tesla, on s'est dit qu'on avait une chance sur 10 de réussir. Et encore, on était optimiste. Pendant la vie de l'entreprise, on a frôlé la mort ou la faillite plusieurs fois. C'est très difficile d'acheter ou de mettre sur pied une entreprise automobile. Si vous regardez d'ailleurs l'industrie automobile, vous verrez que les constructeurs qui n'ont pas coulé, c'est Ford et Tesla. C'est un marché difficile. C'est pas une façon facile de gagner de l'argent, croyez-moi. Je ne remettais pas en cause ce choix. Je vous demandais si c'était une conviction profonde. Parce que vous avez une autre entreprise qui est SpaceX, qui consomme énormément de carburant. Pour le coup, est-ce que le patron de SpaceX a les mêmes convictions que celui de Tesla ? Alors, il faut voir que SpaceX, on ne peut pas avoir une fusée électrique. Ce n'est tout simplement pas possible. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est créer de l'oxygène liquide et du carburant méthane liquide également. Et ça, on le fait à l'électricité. Donc on peut avoir au moins de l'électrique, disons, renouvelable, solaire, éolienne, pour faire tourner les moteurs de ces fusées. 80% du carburant, ce n'est pas de l'essence, c'est justement de l'hydrogène ou de l'oxygène liquide. Alors évidemment, c'est la nature qui fabrique l'oxygène. C'est à nous de le liquéfier. Donc on peut fabriquer du proper gold, disons renouvelable, sur le long terme, et c'est notre intention. SpaceX, c'est une réussite, hein, on peut le dire. Les fusées Falcon 9 décollent les unes après les autres. Vous avez aussi permis à la NASA d'envoyer de nouveau des hommes dans l'espace, et même à Thomas Pesquet, le français, d'aller sur l'ISS. Votre objectif, c'est la Lune en 2025 et Mars en 2030. Vous irez, vous, sur Mars ? J'aimerais bien aller sur Mars un jour.
Cela étant, mon objectif maintenant, c'est de permettre à l'humanité de devenir multiplanétaire. Alors, c'est pas très important que j'aille personnellement sur Mars, mais ce qui est important, c'est d'avoir suffisamment de personnes sur Mars, de matériel, pour pouvoir vivre durablement sur cette planète. C'est essentiel pour l'avenir de la civilisation humaine. Je serai sans doute mort depuis longtemps avant qu'on ait construit une ville durable sur Mars, mais en tout cas, ça serait bien d'avoir mis un pied sur cette planète et d'y avoir vu le début d'une vie. Il faut quand même avoir des objectifs qui sont une source d'inspiration, des choses qui vous passionnent. Quand on se réveille, on se dit « voilà, c'est ça que je veux faire ». Évidemment, moi, ce qui me passionne, c'est l'avenir et la conquête spatiale. Les voyages dans l'espace, c'est quelque chose qui rend les gens optimistes et fiers de leur humanité. Le 20 avril, vous avez également lancé une méga fusée Starship. Bon, elle a explosé en vol au bout de 3 minutes. Voilà. Oui. Vous avez dit d'ailleurs que ce n'était pas important, que ça s'était quand même bien passé. Vous étiez assez fiers quand même du travail de vos équipes. Mais alors, il y en a qui vous en ont voulu. Ce sont des ONG environnementales, parce que les débris sont tombés dans des zones fragiles. Est-ce que pour vous, c'est un dommage collatéral et ça va continuer comme ça ? Dommage collatéral, disons que les débris sont tombés sur des zones qui n'étaient pas si fragiles. Sur le plan environnemental, c'était des étangs salés. Pas si fragiles. Et ces étangs, ils ont une marée. Quelquefois, vous avez un étang, quelquefois, vous n'avez rien du tout. Vous avez une terre sèche. Les poissons et créatures vivantes ne peuvent pas y vivre. Donc, il n'y a pas de vie véritablement dans ces espaces. Et celles qui vivent là sont très robustes. Peu importe ce qui leur tombe dessus. Donc vous allez gagner alors si vous attaquez en justice. Oui. On suivra. Oui, il suffit de voir ces zones. Nous sommes près d'une autoroute. On peut très bien voir qu'il n'y a pas eu d'impact sur l'environnement. Alors la prochaine révolution, ce sera peut-être d'aller sur la Lune et surtout sur Mars, mais la révolution actuelle, c'est l'intelligence artificielle. Le 29 mars, avec un millier de figures de la tech, vous avez demandé une pause dans le développement de l'intelligence artificielle, et on a été surpris que vous demandiez cela, vous demandiez stop à cette innovation. D'abord, est-ce que c'est sincère, profond? Est-ce que vous avez peur de l'intelligence artificielle et de son développement actuel? Il faut voir que l'intelligence artificielle, c'est une technologie très puissante, sans doute plus puissante que la technologie nucléaire. La technologie nucléaire, il y a des usages excellents. Je crois que la France est par exemple le leader mondial de la production d'électricité nucléaire. De ce point de vue-là, je suis tout à fait pour le nucléaire à des fins civiles. Par contre, on peut faire également des bombes nucléaires, car c'est une technologie puissante qui peut avoir des effets néfastes. Donc justement, la technologie de l'intelligence artificielle, il faut l'utiliser à bon escient. Évidemment, il faut éviter les mauvais usages de cette technologie puissante. Et avant même d'avoir une intelligence artificielle super intelligente, avant même cela, il y a le risque que des personnes utilisent cette technologie à des mauvaises fins. Par exemple, pour manipuler l'opinion publique, pour, je ne sais pas... Pour noter les individus comme le fait la Chine, qui les filme, qui a des informations sur eux, qui les note et qui peut ensuite les bannir de la société. Ça, par exemple, c'est un exemple de dérive que vous condamnez? Même ça, ce que vous évoquez là, ça ne fait pas intervenir l'intelligence artificielle. Ce sont des logiciels de base qui sont utilisés à des fins pernicieuses. Mais effectivement, oui, chaque pays a son approche différente par rapport à cette technologie. Mais l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est la manipulation habile pour tromper le public, lui faire croire des choses invraisemblables. Une intelligence artificielle astucieuse pour déclencher une guerre avec des faux comptes en suscitant la colère partout, par exemple. L'intelligence artificielle pourrait créer suffisamment de colère sur les réseaux sociaux
pour déclencher une guerre. C'est possible. Mais alors, vous comprenez que l'Europe se soit saisie de ce sujet et veuille réguler? Pourtant, oui. Vous n'aimez pas trop les régulations en général. D'abord, je crois que personne n'aime la réglementation. Bon, si. Il y a des gens qui aiment la réglementation. Mais enfin, quand on vit dans un milieu très réglementé, moi je travaille dans un secteur très réglementé, l'automobile, les fusées. Pour Tesla, on travaille avec les autorités de tutelle dans une soixantaine de pays. On a d'excellentes relations avec les autorités. Donc, je ne suis pas contre la réglementation par principe. Par contre, il faut que la réglementation aille dans l'intérêt des gens. Il faut qu'elle soit là pour protéger, pour servir les gens, et non pas pour les contraindre. Disons que je suis d'accord avec 99% de la réglementation. Par contre, il y a un peu de réglementation que je n'aime pas trop. Alors vous avez dit qu'il fallait faire une pause, mais vous avez quand même créé une société, une start-up d'intelligence artificielle, XAI, je crois. Oui, c'est ça. Votre chat GPT à vous, il s'appellera Truth GPT. Donc c'est la vérité, et il aura pour but de rechercher la vérité. Alors comment on recherche la vérité dans l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Alors, je ne peux pas vous parler beaucoup de XAI, car c'est encore embryonnaire. Par contre, lorsque j'ai ajouté mon nom à ce produit d'intelligence artificielle, je ne pensais pas que cela intéresserait autant de monde. Pour autant, il m'a semblé, j'ai signé une pétition pour dire qu'il faudrait ralentir l'intelligence artificielle. Je ne pensais pas qu'on l'arrêterait. J'ai mis mon nom sur ma liste pour dire ralentir. Mais bon, évidemment, ça continue. Alors on a le choix maintenant. Soit on reste un observateur passif, soit on participe. Si on ne veut pas ralentir, ni arrêter l'intelligence artificielle, on est soit un participant, soit un observateur. Et moi, je préfère être un participant. On parlait de recherche de la vérité, c'est pas vraiment votre priorité sur Twitter. Vous avez racheté Twitter l'an dernier et vous avez renvoyé énormément de salariés, je crois à peu près 80%, et notamment les fameux modérateurs qui devaient un peu surveiller les réseaux pour éviter les messages racistes, les appels à la violence, la haine. Enfin, est-ce que vous ne regrettez pas ce choix aujourd'hui, qui était quand même relativement radical, quand on sait à quel point la haine peut proliférer sur un réseau social? En fait, nous n'avons pas réduit l'activité de modération à proprement parler. La modération est réalisée par à peu près 4000 collaborateurs qui travaillent là-dessus. Et le travail est resté à peu près le même. Alors évidemment, tout ce qui est discours de haine, ces discours-là, eux, ont diminué de 20 à 40% depuis l'acquisition. Donc c'est moins, pas plus. C'est pas ce que disent les différentes enquêtes qui ont été menées, c'est plutôt le contraire en fait. C'est une explosion de ces discours-là qui a été relevée. Alors je ne sais pas de quelles statistiques vous parlez. C'est les différentes études qui ont été faites d'ailleurs, y compris par des Américains, qui ont compté, y compris vos interactions avec les extrémistes que vous pourriez effectivement encourager sur les réseaux sociaux, le retour des comptes qui avaient été supprimés. C'est tout ce constat-là qui ont fait partir d'ailleurs des annonceurs. Écoutez, moi j'ai vu une étude très rigoureuse qui a mesuré le nombre de messages de haine qui avait diminué, je crois, de 30%. Alors il faudrait regarder les données. Sans les données, on ne peut rien prouver, rien avancer. Oui, on peut faire étude contre étude, mais c'est sûr que vous-même, vous n'avez pas constaté ces discours-là de plus en plus haineux. Non, je persiste à dire qu'il y en a moins. À moins d'avoir une définition très élargie du message de haine. Mais il faut éviter d'avoir une définition trop large. Car si tout devient message de haine, évidemment,
on ne peut plus rien juger ou alors il faut tout censurer. Mais ça bloquera complètement la liberté d'expression. Je pensais à un exemple concret, parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un naufrage de migrants en Méditerranée. Et à la suite de cette information, il y a eu des messages, je les ai encore, ils sont toujours là, 3 jours après. Les poissons vont se régaler. Des choses comme ça qui sont quand même extrêmement violentes, parce qu'il y a des centaines de morts, des gens qui sont désespérés. Ça reste. C'est normal, ça ? Alors, ce que nous trouvons de mauvais goût ou désagréable, est-ce qu'il faut pour autant le censurer ? Disons que non. On ne va pas le censurer, même si c'est quelque chose qui nous déplaît fortement. Parce que où on s'arrête sinon ? Si vous n'aimez pas quelque chose et vous le censurez, tôt ou tard, ce sera vous qui serez censuré à votre tour. Ça, c'est extrêmement violent quand même, le message dont je vous ai parlé. On parle de manger les corps de migrants. C'est quand même un humour assez particulier. Évidemment, c'est de très mauvais goût. Je vous rejoins là-dessus. Évidemment, on ne va pas promouvoir quelque chose là-dessus. Mais ce n'est pas parce que quelque chose vous déplaît fortement. Encore une fois, c'est un équilibre. Où on place le curseur ? Qu'est-ce qui est de bon ou de mauvais goût ? D'acceptable ou de ne pas acceptable ? Qu'est-ce qui doit être censuré ou pas ? Alors évidemment, bien sûr, il n'y a pas photo. S'il y a quelque chose d'illégal, on réagit immédiatement. Mais si on nous demande d'aller au-delà de ce que prescrit la loi, et disons qu'on nous demande de censurer toute forme d'expression, là je dirais non. Ce serait une erreur. Alors par contre, si une loi est promulguée, parce que la loi dans la démocratie représente la volonté du peuple, si la loi représente la volonté du peuple, il faut la respecter. Maintenant, si on veut promulguer certaines lois, il faudra qu'on les respecte. Par contre, de dire qu'on va se mettre au-dessus de la loi et faire plus que la loi, je pense que ce n'est pas bon. Justement, l'Europe a un nouveau règlement DSA qui va être appliqué à partir du 25 août, qui a pour but justement de faire en sorte que ce qu'on trouve sur Twitter soit interdit quand il est interdit ailleurs, dans la vraie vie. C'est juste ça l'objectif de ce règlement, et vous ne comptez pas l'appliquer ? Twitter obéira à la loi, respectera la loi. Si une loi est promulguée, je me répète, Twitter s'engage à la respecter. C'est un règlement européen, donc vous allez respecter ce règlement européen, parce que de toute façon, sinon, vous paierez des amendes. Ça pourrait être 300 millions de dollars dans un premier temps, et vous pourrez même être banni de Twitter. Vous ferez tout pour ne pas être banni, pas de Twitter, d'Europe. Oui, je l'ai déjà dit, Twitter respectera la réglementation. C'est la 4e fois que je le dis. Ou la 3e. C'est bien qu'on l'entende, parce que il y a quelque temps, le ministre Barrot en doutait et vous menaçait de vous bannir de France et d'Europe. Vous l'avez entendu, ce message-là aussi. Vous savez, encore une fois, pour la énième fois, Twitter ne va pas violer la loi. Twitter va respecter la réglementation. On ne va pas être plus royaliste que le roi et faire un zèle tel qu'on dépasse les dispositions légales. S'il y a des dispositions que l'on veut promulguer, elles seront promulguées et on les respectera. Mais on ne veut pas, nous, société privée, aller au-delà de la volonté du peuple et en faire plus. Je disais que vous aviez perdu des annonceurs depuis votre arrivée. En fait, Twitter a perdu des annonceurs. On a dit la moitié. Est-ce que aujourd'hui, cette entreprise que vous avez achetée 44 milliards vaut la moitié ? Est-ce que vous avez fait perdre finalement de la valeur à cette entreprise ? Ça ne me gêne pas, ça ne m'inquiète pas trop. C'est quand même... La santé de votre entreprise ne vous intéresse pas ? L'essentiel, c'est de ne pas faire de pertes. Et là, nous ne faisons pas de pertes. Alors, c'est vrai, des annonceurs nous ont quittés, mais il y en a beaucoup qui reviennent. Beaucoup, mais 50% vous avez quitté, il y en a combien qui sont revenus ? Moi, je crois que presque tous les annonceurs sont revenus, ou ont dit qu'ils reviendraient. Tous ? Je ne dis pas chaque annonceur. Ouais. Nike ? Ouais. Il me semble bien. Ok.
Vous avez posé la question « Dois-je diriger Twitter ?» par sondage sur votre réseau. C'était assez courageux. 17,5 millions de personnes ont participé au vote et vous ont dit non à 57,5%. Est-ce que ça vous a meurtri, ça vous a agacé? Non. Non. Vous attendiez à cette réponse? Yes. Oui. Ouais. En fait, vous aviez envie de partir? Mais je ne m'attendais pas à être le PDG non plus. Bon, votre place à la tête de plusieurs entreprises stratégiques dans le domaine industriel et celui des réseaux sociaux vous donne un rôle particulier, une importance particulière. Vous êtes reçu comme un chef d'État, y compris par le président chinois. Est-ce que vous aimeriez un jour être président de la République aux États-Unis? Non. Non. Non, j'ai pas envie. Pourquoi? Vous savez, les gens imaginent quelquefois que le président des États-Unis est dans un poste extrêmement puissant. Alors oui, d'une certaine façon, bien sûr. Mais la Constitution américaine est telle que le poste de président est dans une position très limitée, en fait. Président, c'est un petit peu comme être capitaine d'un très grand bateau avec une toute petite rame ou un petit gouvernail. Vous êtes en train de me dire que... Vous êtes accusé de tout et vous pouvez rien faire. Vous êtes en train de me dire que vous êtes plus puissant que le président des États-Unis? Alors disons que je ne peux pas déclarer la guerre. Pour l'instant, vous avez expliqué comment ça peut se faire sur Twitter avec des fake news. On veillera à ce que la guerre n'éclate pas à cause des réseaux sociaux. Ce que je peux vous dire, c'est que la liberté d'action d'un président des États-Unis est extrêmement limitée. Je viens de vous le dire. Et c'est fait exprès. Ça a été conçu pour ça. Et donc si j'étais président, je ne pourrais pas, par exemple, envoyer des fusées sur la Lune ou sur Mars, envoyer des gens vivre là-bas, créer des véhicules électriques durables. Je ne pourrais pas faire tout ça. Et je ne voudrais pas abandonner tout ça. Merci beaucoup, Elon Musk, d'avoir accepté cette interview. Merci. Et donc, profitez bien de Paris. C'est une très belle ville. Merci beaucoup.